Bienvenue, Saïd Bellal. Merci. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Merci. Je rappelle que vous êtes fondateur du cabinet RH Dior et que vous êtes expert en ressources humaines. Oui. Saïd Bellal, je sais que vous n'êtes pas politicien, vous n'êtes pas responsable politique, mais simplement aujourd'hui le débat public, la politique est animé par ce changement éventuel de modèle linguistique qui rentre dans le cadre de la réforme de l'école, du système éducatif. Est-ce que vous avez un point de vue, une appréciation là-dessus, en tant qu'expert en ressources humaines? Forcément, puisque je suis le marché du travail, et bien aussi il m'arrive aussi d'enseigner, donc je connais un peu le système et je connais les niveaux. Et j'ai suivi ce débat aussi. Et par conséquent, je dirais que nous sommes au Maroc, un pays où malheureusement depuis longtemps les langues ne sont plus bien maîtrisées. Hein, quelles que soient les langues. Quelles que soient les langues, alors que c'est une nécessité. Et aujourd'hui, nous sommes en face d'un problème. Est-ce qu'on va enseigner en arabe ou en français? Et à un moment même, on a intégré l'anglais, alors qu'aujourd'hui, le minimum n'est pas maîtrisé, même par les enseignants, malheureusement. Il n'y a pas de formation. On ne forme pas les personnes. Et donc, il faut, à ce moment-là, prendre un peu de recul et voir qu'est-ce qui peut être fait en fonction de nos moyens pour être d'abord efficace et donner de bons résultats dans un terme limité. C'est ça le plus important. Bellal, vous êtes sur une position aujourd'hui où la prudence, la réflexion, parce qu'il y a peut-être des choses qu'on ne pourra pas mettre en place. Est-ce que si je vous dis, par exemple, que le Fouad Doueri, membre de l'Istiklal, était là hier en nous disant attention, parce qu'aujourd'hui, il y a 95% des enseignants de la promotion 2018 qui ne maîtrisent pas le français. Donc si demain on leur demande d'enseigner des matières scientifiques ou techniques en français, ils ne seront pas capables de le faire. Donc c'est pour ça que nous, on est opposés à l'introduction et à la généralisation de langue étrangère comme langue d'enseignement dès la rentrée prochaine. Je crois que, il faut faire la part des choses. D'abord parce qu'on sait que tout ce qui est au niveau scientifique, technologique, la langue arabe n'est pas à niveau, d'accord, et n'est pas à jour. Il n'y a pas d'académie arabe qui puisse nous permettre de suivre l'évolution qui est énorme, d'accord, et où les termes deviennent obsolescents assez vite dans cet environnement-là. Et donc, par conséquent, nous nous faisons qu'emprunter les mêmes termes en les arabisant, anglais ou autres, dans notre langue, et sans que les gens ne connaissent leur origine. L'origine même du terme. Du terme, bien sûr. Ça veut dire quand on dit par exemple une équation binaire, pour un Français, il comprend qu'est-ce que veut dire le terme binaire. Pour un Marocain, un binaire, ça ne dit rien. Il faut d'abord qu'il aille comprendre le terme lui-même avant de comprendre comment doit résoudre cette équation. Et ça, c'est fondamental. On n'a pas ça. Donc, la première chose, c'est de savoir que aujourd'hui, nous n'avons pas les moyens de pouvoir vraiment enseigner en arabe les langues scientifiques de manière qualitative, d'accord, et à niveau, et efficace. Voilà. Ça, c'est fondamental. Pourquoi? Parce que, comme j'ai dit, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas d'académie au monde arabe qui doit être mise en place pour permettre aussi à cette langue d'atteindre le niveau des autres langues qui aujourd'hui sont les plus vivantes dans le monde, dans l'anglais. Les Chinois aujourd'hui sont arrivés à pouvoir mettre en place beaucoup de termes qui sont propres aux Chinois. Nous n'arrivons pas. C'est-à-dire que c'est plus malheureusement quand on est adossé à une puissance économique. Voilà. Vous prenez la radio ou la télévision au Maroc et quand vous voyez les gens parler, quand ils parlent seulement des mots français en darija. Mais ça veut dire qu'il faudrait commencer par quoi? Il faut commencer d'abord par dire que le plus important, c'est de former les enseignants. Ça, c'est fondamental, former les enseignants, parce que c'est eux qui sont... Avant de former les étudiants, les élèves, oui, mais c'est eux qui transmettent le savoir. Et donc, c'est dans la transmission de savoir qui va donner le niveau. Si celui qui transmet le savoir n'a pas le niveau, donc les autres vont avoir un mauvais niveau. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui, malheureusement.
Alors, deuxième chose, on dit que le problème, c'est qu'on n'a pas que le problème de l'arabe, on a le problème de l'arabe et on a le problème de français, les deux. D'abord, on maîtrise pas les deux langues, et deuxième chose, comme j'ai dit, si demain on prend la décision d'enseigner les langues scientifiques par la langue arabe, ce sera un gros problème. D'autant plus qu'une fois qu'on est sur le marché du travail, et c'est ça le plus important. Parce qu'on va y venir, oui, complètement, c'est voir l'impact aussi sur le marché. Malheureusement, le marché du travail, encore au Maroc, il est d'abord, disons, dominé par la langue française, et pas par la langue arabe. Darija et le français. En troisième, l'anglais. L'arabe ne vient qu'en quatrième position. Donc, pour être efficace, il faut que les gens, dans le monde du travail, puissent avoir une bonne maîtrise des langues, mais particulièrement, dans un premier temps, des langues étrangères. On va y revenir effectivement sur le lien direct ou indirect entre le modèle linguistique, notre modèle linguistique et les marchés de l'emploi et l'économie. Mais juste, Essad Belal, est-ce que vous considérez, est-ce que vous saluez ou pas le fait que ce débat aujourd'hui, il est dans les mains des politiques et que le débat est politisé? Est-ce que vous considérez que c'est bon aussi, c'est bon pour la démocratie, c'est une bonne chose, ou vous considérez qu'en fait, il faudrait extraire aussi, dépolitiser le débat sur les questions éducatives et de formation professionnelle? Non, le débat est toujours quelque chose de bien, l'ouvrir le débat. Mais c'est pas la première fois qu'on a eu ce débat. Il revient tous les 15 ans, je crois, à ce débat-là. Malheureusement, la solution n'est pas trouvée parce qu'à chaque fois, c'est des postures idéologiques qui dominent et non pas l'efficacité du résultat qui doit dominer. Cette fois-ci, je crois que nous devons être conscients que le plus important, c'est de permettre aux jeunes d'accéder au marché de l'emploi avec des moyens leur permettant, d'avoir un très bon niveau d'emploi. Et les outils, c'est les langues? Et les langues font partie de ça, c'est fondamental. Alors, si on a les moyens de pouvoir leur donner la maîtrise de 2 ou 3 langues, dont l'arabe, c'est tant mieux. D'accord ? Si on n'a pas, il faut commencer par celles qui sont demandées par le marché de l'emploi. C'est-à-dire on commence par le français. Aujourd'hui, oui, aujourd'hui, c'est le français qui domine dans le marché de l'emploi. Une parfaite maîtrise du français. Voilà. Juste, lorsqu'un responsable politique, en l'occurrence le patron du RNI, ce week-end, a fait une déclaration en disant, je cite, que ceux qui s'opposent à l'enseignement des matières scientifiques et techniques en langue étrangère, ne veulent pas que le pays avance. Est-ce que vous partagez ce propos-là que j'ai sorti de son contexte, mais en tout cas, c'est ce propos qui a été dit et fait. Et je ferme la parenthèse. Est-ce que pour vous, ça... Je trouve que, bon, bien sûr, chacun, en fonction de ses positions, même antérieures, de son idéologie, etc., va défendre son point de vue, effectivement. Mais de ce point de vue-là, stricto sensus, je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord dans le sens, je ne dirais pas qu'ils ne veulent pas du bien au pays, ça c'est... Non, fait que le pays avance ou le pays stagne ou le pays recule. Mais ce serait beaucoup plus efficace. En termes d'efficacité, oui, c'est clair. Aujourd'hui, ce n'est pas avec la langue arabe qu'on pourra permettre aux jeunes d'accéder plus facilement au marché de l'emploi. Voilà. Mais ça a dû... Est-ce que vous pensez que dans les consciences individuelles et collectives, c'est quelque chose qui parle? Est-ce que les gens sont conscients des enjeux? Parce qu'on a un plein débat aujourd'hui. Ce que j'ai déjà vu, je crois, dans un journal dernièrement, une enquête qui avait été faite auprès des Marocains, des parents, et une grande majorité, une écrasante majorité avait dit que le français devait dominer. Donc les gens sont conscients de ce fait, même, disons, la classe moyenne et moyenne basse. Donc n'en parlons pas des autres. Eux, les autres, ils ont déjà réglé le problème. Parmi eux, ceux qui nous donnent des leçons avec leurs enfants, parce que je ne crois pas que leurs enfants soient dans des écoles arabisantes. C'est-à-dire ceux qui seraient opposés à l'introduction des langues étrangères, non, comme langue d'enseignement, tous ceux qui ont des postes importants, qu'ils soient de ce côté ou de l'autre. Voilà. Donc c'est pour ça que vous dites qu'en fait c'est une position aussi de certaines formations politiques plutôt idéologique, et de défendre le modèle actuel, et d'avoir peur du changement de modèle. Et est-ce que, comme Najed Vallaud-Belkacem, qui était ici même la semaine dernière, la maîtrise des langues étrangères, c'est-à-dire essentiellement l'anglais, le français et l'espagnol, qui sont les 3 langues dominantes, dans le monde, c'est devenu, et ça va surtout devenir, un des premiers critères d'employabilité. Est-ce que c'est ça? Si on ne maîtrise pas demain, peut-être d'ores et déjà aujourd'hui, mais surtout demain, dans les années à venir, là c'est surtout adressé aux nouvelles générations, si on ne maîtrise pas l'anglais, si on ne maîtrise pas le français, ou si on ne maîtrise pas l'espagnol, au moins une de ces 2 langues, ça va être difficile demain de décrocher un emploi. Tout à fait. Prenons un cas plus précis. Renault, par exemple, qui est arrivé au Maroc il y a quelques années, il y a une dizaine d'années, et qui aujourd'hui a plus de 10 000 emplois, bien plus aujourd'hui de 10 000 emplois. Est-ce qu'elle serait venue, si c'était un pays totalement arabisant? Ça aurait été beaucoup plus difficile pour elle
de venir. Bon, première chose. Deuxième chose, une fois qu'on rentre chez Renault, bon, c'est une entreprise française. Mais dès qu'on est à un certain niveau de responsabilité et qu'on veut un peu évoluer, aller à l'international, il faut absolument l'anglais. C'est fondamental. D'accord? Même dans une entreprise française. Et là, en l'occurrence, dans cette Et donc, si on veut attirer des investisseurs étrangers, on a besoin de ces langues-là. Pas de se faire d'illusions. Ce n'est pas avec la langue arabe qu'on va, même si on a des sociétés qatari ou koweïtiennes ou saoudiennes, elles demandent l'anglais. Pas l'arabe. de toute façon, eux, ils parlent même anglais. Chez eux, Eux-mêmes comme des parlent, Allemands, voilà. qu'ils Alors, maîtrisent faut pas parfaitement. et nous, au Maroc, on sait que les entreprises, depuis le protectorat, l'industrialisation s'est faite avec les entreprises françaiise et donc la langue française est restée dominante dans la gestion des entreprises au Maroc. Donc ça veut dire que chez nous, le modèle linguistique a toujours eu une dimension et a toujours une dimension, un enjeu financier et économique. Financier pour attirer l'investissement et économique pour faire tourner la machine. Oui, tout à fait. Donc c'est pour ça que peut-être, donc du coup, vous avez peut-être vous du mal à comprendre pourquoi il y a toujours ces résistances-là. Aujourd'hui, les résistances politiques en 2019. Je comprends qu'en tant que Marocain et Arabe, on puisse maîtriser sa langue. Ça, c'est pas très difficile, je suis désolé. Si on n'y est pas arrivé, c'est qu'on n'a pas donné les moyens, c'est parce qu'on n'a pas voulu, parce qu'on n'a pas formé, c'est parce qu'on a démotivé les enseignants pendant des années. Enfin, tout ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Donc, on peut, si on veut vraiment, dès le primaire, commencer à régler ces problèmes-là. À la fin du primaire, la langue arabe doit être relativement maîtrisée. À la fin du primaire? Oui, ou au milieu du secondaire. Doit être relativement maîtrisée. Après, et même avant de commencer, bien sûr, mais après, c'est les langues étrangères qui doivent être dominantes pour le marché de l'emploi et pour l'internationalisation. Pour ces deux dimensions. Oui. Outre la réforme du système éducatif, donc avec ce débat autour de l'introduction de langues étrangères en matière pour l'enseignement de certaines matières, il y a aussi le modèle de la formation professionnelle, où la copie tarde à être remise, même si Driss Meroun, le membre du bureau politique du mouvement populaire, nous a dit que le travail avait été fait, que Saïd Hamzazi avait remis, ainsi que le secrétaire d'État en charge de la formation professionnelle avait remis sa copie au chef de gouvernement. Mais au-delà de cette dimension politico-politique, est-ce qu'aussi il faut qu'il y ait une réflexion, selon vous, qui soit menée aussi dans le renouveau de la formation professionnelle chez nous? C'est-à-dire que ce qu'on va introduire ou ce qu'on va essayer de mettre en place au niveau du système éducatif, il faut aussi que ce soit accompagné dans le cadre de la réforme du modèle de la formation professionnelle ou pas? Tout à fait. Tout à fait. Parce que c'est occulté du débat aujourd'hui, on n'en parle pas, donc je me dis, est-ce qu'il y a un enjeu? J'espère qu'avec le plan qui va être remis, la stratégie nouvelle, ça va être intégré. Bon, d'après mes informations, il y a cette volonté, mais maintenant, est-ce qu'on ira jusqu'au bout ou pas, je n'en sais rien. Ceci dit, oui, il faut absolument intégrer la formation professionnelle, surtout dans un pays comme le Maroc, mais à condition de revoir les fondements de cette formation à tous les niveaux, aussi bien au niveau des instituts que des relations avec les partenaires, que de sa stratégie à elle-même, le fait aussi de pouvoir lui donner le rehausser son niveau en termes qualitatifs, d'abord, mais aussi en termes d'accès et dans l'esprit des gens, lui donner plus d'importance. La rehausser, la valoriser. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça passera nécessairement aussi, je voulais pas continuer sur le débat sur les langues, mais aussi à valoriser les métiers manuels. Bien sûr. Parce qu'il y a aussi qui sont aussi à l'épreuve des nouvelles technologies avec des vraies transformations. Et on en a énormément besoin. Vous savez, au Maroc, on parle d'un taux d'analphabétisme élevé. Même ceux qui sont alphabétisés et qui sortent de l'école tôt n'ont pas vraiment de niveau. Et donc, c'est une masse assez importante. Mais c'est des gens qui, peut-être, ont une capacité de maîtriser manuellement des métiers très bien. Et une fois qu'ils commencent à être motivés par la maîtrise de quelque chose, systématiquement, ils font un effort aussi pour théoriquement apprendre ce qu'il y a. Et ça leur permet aussi d'atteindre un meilleur niveau en termes de langue. Donc, tout va ensemble. En fait, on est sur l'écosystème. Et vous considérez, vous, Essel Belal, qu'il est important aussi, au stade où nous en sommes aussi, d'introduire aussi cette dimension linguistique dans le nouveau cursus de formation professionnelle. Tout à fait. Même si il n'y a pas de sous-métier, mais y compris pour ceux qui se dirigent vers des métiers manuels. On ne va pas leur demander le même niveau que les autres, mais c'est fondamental, bien sûr, de maîtriser aussi. Alors, bon, certains, ça dépend de l'environnement dans lequel ils travaillent. Je dirais que ceux qui travaillent, par exemple, dans l'agriculture, etc., peut-être que déjà, il faut aussi, c'est ça, parler d'efficacité. Parce que, vous savez, les postures idéologiques, on a payé assez cher aujourd'hui. On a besoin, quand on a
quand on voit malheureusement le nombre de personnes qui sont jeunes au chômage au Maroc, et c'est les jeunes qui le plus. Il y a eu le chiffre de la HCP, les 14 millions de personnes âgées c'est énorme. de plus de 15 ans et sont exclus du marché du travail. Exclus du marché du travail, c'est énorme. Mais en plus, l'inégalité que ça génère. Et nous savons que nous avons déjà un problème d'inégalité à la base et nous sommes en train d'approfondir malheureusement avec la non-maîtrise en termes économiques. Frustration identitaire. Est-ce qu'il y a une dimension aussi de frustration identitaire? C'est-à-dire qu'il faut arriver à réconcilier l'individu avec lui-même et que les langues peuvent être aussi un vecteur. Ces personnes ont l'impression d'être complètement oubliées. Et donc, il faut les intégrer totalement. Et le fait de maîtriser une langue, même la darija en tant que telle, leur permet de mieux défendre leurs droits, de mieux s'exprimer et donc de mieux être dans le débat. Et en plus de se sentir plus à l'aise. C'est-à-dire de se donner un peu plus d'importance, plus d'estime de soi, tout simplement. C'est aussi ça l'enjeu. Et je voulais voir avec vous sur juste les marchés de l'emploi aujourd'hui et les marchés de l'emploi demain, dans la perspective éventuelle de l'introduction de nouvelles langues, en tout cas de langues étrangères au niveau de l'enseignement. Est-ce que si de manière très brute et brutale, je vous dis, est-ce qu'aujourd'hui, on a un marché de l'emploi qui est segmenté? Francophone, amazirophone, arabophone, anglophone. Est-ce que le paysage aujourd'hui des marchés de l'emploi, tel que vu notre modèle linguistique, est-ce qu'il est, il est relativement segmenté, compartimenté? Il est segmenté pas par rapport aux langues, mais bon, les langues viennent après, mais c'est surtout par rapport au type d'entreprise. C'est les types d'entreprises qui attirent, telle ou telle. Les marques, en fait. Voilà. C'est pas des marques, c'est les entreprises internationales, multinationales. Elles, les langues, c'est fondamental, et particulièrement l'anglais et le français. Un peu, peut-être l'espagnol. C'est-à-dire que si on maîtrise pas l'anglais ou le français ou un peu l'espagnol, aucune chance d'intégrer une multinationale au Maroc. En tant que cadre ou cadre moyen. Aucune chance. Presque aucune chance. Voilà. Maintenant, si on est dans une entreprise marocaine, il faut maîtriser moyennement. C'est-à-dire qu'il faut savoir, parce que même dans les entreprises maroco-marocaines, d'accord, on parle beaucoup de darija, mais le reste, souvent, l'écrit est en français. Alors, il faut être efficace aussi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire comme les Français, mais comme plutôt les Anglais. L'essentiel, c'est que le message passe. Et tant que le message passe et qu'on se comprend pour pouvoir évoluer et avancer, c'est tant mieux. Et donc, dans les entreprises marocaines, c'est un peu comme ça que ça tourne. Les langues ne sont pas très bien maîtrisées, mais ça va, puisque les gens arrivent à se comprendre et puis on fait pas attention aux fautes d'orthographe. Ça, c'est pour l'interne, mais par rapport au marché extérieur. Mais au marché extérieur, c'est un peu plus d'exigence parce que, tout simplement, il y a des référentiels. Et donc, c'est ces référentiels qui font que... Maintenant, c'est vrai que quand je vais recruter pour une entreprise multinationale ou une entreprise nationale, je vais tenir compte aussi de ça. C'est-à-dire que si la personne maîtrise, a les capacités en termes de réflexion, de position, etc., pour répondre, et que sa maîtrise des langues n'est pas mauvaise, mais n'est pas excellente non plus, je peux la présenter quand même. Par contre, si elle est appelée à être dans une multinationale où elle va parler que cette langue-là, là, je serai plus exigeant vis-à-vis des langues. C'est-à-dire que vous filtrez, s'il n'y a pas une maîtrise des langues s'il n'y a pas une maîtrise de l'anglais ou du français, c'est quoi? C'est le français d'abord ou c'est l'anglais? Ça dépend des entreprises. Mais la tendance lourde au Maroc, alors plus vous êtes élevé dans la responsabilité, plus c'est l'anglais. Mais le français reste important. Mais l'anglais devient indispensable. Est-ce que parce que je rappelle que ça fait des décennies que vous êtes sur le marché de l'emploi, que vous connaissez très bien les besoins de l'entreprise, les profils aussi en matière de formation, donc vous êtes une espèce de liaison entre les deux. Est-ce qu'il vous est arrivé cette belle vous ou vos équipes de recaler des profils pointus dans un domaine bien identifié parce qu'il n'y avait pas une maîtrise de la langue et que là vous êtes dit je peux pas mettre en connexion, je peux pas parce que la personne va être recalée? C'est important. C'est très important. Malheureusement, oui, effectivement. Donc, vous savez, quand c'est la première impression et c'est la clé d'entrée, la maîtrise des langues. Vous pouvez avoir une très bonne expérience, être très dynamique, être même quelqu'un qui sait performant dans son secteur, dans son domaine. Performant dans son domaine, avec une bonne réflexion, une bonne capacité de régler les problèmes et tout ça. Mais si vous ne savez pas exprimer ce que vous faites, vous ne savez pas le vendre. Et si vous ne savez pas le vendre, les gens ne vont pas l'acheter. Tout simplement. Et c'est avec la langue d'abord qu'on voit. Vous savez, je vais vous dire, il y a des gens qui s'en sortent mieux, alors qu'ils sont plus moyens en termes de maîtrise technique. D'accord? Et ils s'en sortent mieux parce qu'ils se vendent mieux.
Donc vous voyez, c'est aussi humain, je veux dire. Au-delà, maintenant, on n'a pas, ni l'entreprise, ni nous n'avons les moyens, ni le temps de pouvoir approfondir pour savoir, parce qu'il faut mettre les personnes en situation. Et là, on choisit d'abord et on la met en situation après. Et on choisit d'abord ceux qui nous ont convaincus. Et est-ce qu'il est arrivé que les entreprises aient érigé en priorité comme critère la maîtrise des langues étrangères? Est-ce que vous dites, moi, si au-delà de la dimension de maîtrise technique ou autre, moi, ça dépend des d'abord postes. la langue. Voilà. Ça dépend des postes. Si c'est un poste purement technique, non. Non. Je dis pas non. Je dis c'est pas l'exigence première. Voilà, pas l'exigence première. C'est important, mais c'est pas l'exigence première. Maintenant, si c'est un poste, disons, d'ouverture vers l'extérieur, de communication, de gestion des hommes, etc., avec l'environnement, ça devient important. Et vous, Essed Belal, est-ce que vous considérez que ce phénomène, qu'est-ce qui va se passer sur le court et moyen terme? Est-ce qu'il y a un phénomène d'accélération de la place des langues, de la maîtrise des langues pour les nouvelles générations, pour les candidats, candidats à l'emploi? Est-ce que si vous avez un message à peut-être adresser à ceux qui, nouvelle génération, le Hassan II avait dit du Genoa, une fois, celui qui ne parle aujourd'hui qu'une seule langue est un analphabète, même quand il la maîtrise. Alors aujourd'hui, je suis tout à fait convaincu que les langues, ça devient quelque chose d'important. Et plus on maîtrise de langues, plus on s'ouvre de portes. Alors bien sûr, quand on parle une langue, on a toujours une technique derrière aussi qu'on maîtrise. Mais parler les langues, ça permet d'ouvrir beaucoup plus de portes. Et si vous parlez par exemple aujourd'hui le mandarin, vous pouvez aller travailler en Chine. Voilà. En Chine ou ailleurs, parce que la Chine est tellement présente. Voilà, et vous ouvrirez un marché immense. Vous parlez l'anglais, le monde entier aujourd'hui parle, ou presque à un certain niveau, parle l'anglais. Donc vous ouvrez aussi énorme. Bon, vous parlez l'arabe, vous restez cantonné à un environnement plus ou moins, et encore, il n'est pas dans les nouvelles technologies, pas seulement en termes géographiques, mais aussi en termes de secteur, en termes de technologie, etc. Vous fermez beaucoup de portes. Mais justement, sur les nouvelles technologies aujourd'hui, parce qu'on est aussi en pleine, après la transition démographique, c'est la transition numérique pour nous. Est-ce que les nouvelles technologies, la digitalisation, parce qu'on n'arrête pas, tout le monde n'arrête pas de parler de ça, et comme enjeu, et comme défi, est-ce que là-dessus, ça va nécessiter aussi une maîtrise des langues étrangères? Est-ce que quand on veut faire des métiers autour des services digitaux, et tout ça, est-ce que là, il y a nécessairement le logiciel qui doit être informatisé et numérisé? Vous savez, aujourd'hui, il y a certaines choses auxquelles on ne fait pas attention, qui sont fondamentales. C'est-à-dire que depuis qu'il y a eu l'Internet, on a un peu internationalisé. Aujourd'hui, avec la digitalisation et le numérique, ça devient international. C'est-à-dire que n'importe qui peut rentrer en contact avec n'importe qui à travers le monde à n'importe quel moment. D'accord? Et plus vous allez maîtriser de langues, et particulièrement l'anglais, d'accord? Plus vous ouvrez de portes à ce niveau-là. Et dans tous les domaines, absolument tous les domaines, vous voulez faire une affaire, vous voulez approfondir un sujet, vous voulez faire une recherche, vous voulez seulement avoir des amis, dans tous les domaines, c'est devenu. Et donc, la langue est devenue importante. Donc, les limites. Mais si vous parlez la Darija, vous allez parler avec les Marocains ou peut-être les Algériens, c'est tout. Parler l'arabe, c'est un peu le monde arabe, et encore faudrait-il qu'on se comprenne. C'est belle. Donc, pour vous, limite, il n'y a pas de débat là-dessus, ou ne devrait pas y avoir de débat? Il ne devrait pas y avoir de débat. Comme j'ai dit, on peut donner une bonne maîtrise de la langue arabe en tant que langue d'identité à tous les Marocains, et c'est fondamental, et c'est possible. Et après ça, malheureusement, le monde arabe n'est pas au niveau aujourd'hui des nouvelles technologies, etc., parce qu'il n'y a pas d'académie arabe, il n'y a pas de recherche en termes d'évolution des termes technologiques, etc. Nous ne faisons pas de recherche dans le monde arabe, et donc tout ce qui est nouveau, etc., c'est les langues étrangères, et particulièrement l'anglais. Le français, il est dominant au Maroc, mais il doit aussi faire beaucoup d'efforts pour pouvoir garder un niveau. Mais l'anglais, aujourd'hui, est une langue qui doit être maîtrisée par toutes les personnes qui veulent s'internationaliser ou avoir des postes de responsabilité élevés au Maroc. Autre sujet donc, qui est l'actualité, qui touche un petit peu l'emploi et l'employabilité, en tout cas votre champ d'expertise, c'est la fuite des cerveaux. Oui. Alors, est-ce qu'il y a cette fuite? Est-ce que, déjà, il y a fuite réellement des cerveaux? Est-ce que c'est un phénomène universel ou simplement un phénomène de chez nous et localisé? Et est-ce qu'il y a aussi la part des langues qui pousse certaines personnes aussi à quitter le pays et des compétences? Enfin, depuis tout à l'heure, on le dit un peu en filigrane. Oui. En fait, aujourd'hui, il n'y a plus de nationalité pour les gens qui ont des niveaux supérieurs et qui maîtrisent un domaine. D'accord, un domaine où ils sont vraiment performants. Là, ils deviennent internationaux. Vous savez, quand vous maîtrisez un domaine à un certain niveau et que vous maîtrisez la langue aussi, vous n'êtes plus marocain.
Vous pouvez travailler où vous voulez. C'est-à-dire, on n'est plus marocain, plus américain, plus Plus français, plus américain, canadien. voilà, vous n'avez pas de On est nationalité. citoyen du monde. Vous êtes citoyen du monde parce que vous avez la capacité de travailler. Des fois, on vient vous chercher ici. Et vous avez l'autre, peut-être votre frère ou votre sœur, hein, qui lui n'a pas fait d'études et tout ça, et doit peut-être au péril de sa vie pour pouvoir passer une frontière. Voilà. Et l'autre, on vient le chercher ici, on lui fait ses papiers, on lui paye l'avion, on va même lui trouver un logement là où il va et tout ça. Et la différence, c'est quoi? Ils sont tous les deux marocains, ils sont peut-être de même famille, tout ça. La différence, c'est cette maîtrise du savoir. Et c'est fondamental aujourd'hui, l'amitié. C'est ça qui fait la différence de plus en plus. Donc les langues permettent Voilà. d'accéder au savoir et à la connaissance. Et donc, quand vous parlez de fuite de cerveau, il n'y a pas de fuite de cerveau. Il y a des cerveaux qui ne reviennent pas. C'est une différence. C'est pas les cerveaux qui partent, mais c'est les cerveaux qui reviennent pas. Qui ne reviennent pas surtout. C'est ça le gros problème du Maroc. Donc vous faites référence en fait à ces Aux étudiants qui ont à la le fin de bac leur ici. cursus et leur parcours, que ce soit le baccalauréat ou les grandes écoles, Les grandes écoles, ici, voilà. partent, il y a à peu près, je crois, ils sont en 20-25% dans les grandes écoles, Voilà. les écoles prépa, et qui ne reviennent pas. Et qui ne reviennent pas. La plupart ne reviennent pas. Et ils reviennent pas, mais le premier critère, je crois pas que ce soit la problématique des langues, c'est le Non, cadre de vie. C'est le cadre de vie, c'est le salaire, c'est aussi peut-être la gouvernance. C'est aussi la gouvernance, je dirais peut-être, c'est aussi la gouvernance. Et ces personnes-là, quand ils partent, je pense que vous en connaissez un certain nombre, ils se sentent à l'aise là où ils sont. En général, oui. Bon, de temps en temps, bien sûr, il y a toujours le mal du pays. Le mal du pays. Mais quand ils font un peu le pour et le contre, souvent, ils se disent, il vaut mieux que je reste là-bas. Alors, bien sûr, toujours, Pour il y moi, a pour mes enfants, des cas particuliers, bien sûr, où les parents sont malades, ou, voilà, où c'est plus émotionnel, ou généralement, ou bien c'est parce que les parents sont assez aisés, donc, peut monter une affaire, etc. Mais généralement, aujourd'hui, malheureusement, grande partie ne revient pas. Et quand vous entendez Les meilleurs, d'ailleurs, ne reviennent pas. des décideurs et des responsables dire, voilà, il y a un départ massif d'ingénieurs, on parle de 600 ingénieurs C'est dans les par systèmes an, d'information, des médecins. particulièrement. Est-ce que vous dites que ça a toujours existé? Et qu'il n'y a pas péril dans la demeure ou... Non, il peut y avoir péril dans la demeure parce que il faudrait d'abord se poser la question première, pourquoi ces gens partent? Fondamentalement, pourquoi ces gens partent? Et une fois qu'on a les réponses, on peut commencer à avoir les solutions. Première chose, les gens partent souvent parce qu'ils se sentent mal à l'aise, parce qu'ils sont mal gérés, parce qu'ils sentent que les entreprises ne sont pas bien structurées, parce que la gouvernance n'est pas encore au niveau, parce que malheureusement, on privilégie encore, malheureusement, il y a, je dirais, il y a moins, mais il y a encore, par rapport à ce que ça devrait être, beaucoup de népotisme au Maroc. Il y a moins, mais parce que aujourd'hui tout le monde est au courant, tout le monde connaît ses droits, il faut sous-estimer personne, les gens voient, et puis des fois on pousse des gens de moindre qualification à des postes supérieurs qui vont gérer des gens, des fois, souvent même, qui ont un bagage performants technique, en tout cas. Voilà, et ça passe mal, d'autant plus parce qu'ils se sentent faibles, au lieu d'avoir une gestion un peu, comment dire, consensuelle, ils ont une gestion plus autoritaire, donc ils veulent ce manque-là. Ça crée des tensions et des frictions. Donc ça crée des tensions, et les gens n'acceptent pas ça. Et les meilleurs, malheureusement, comme ils ont la possibilité de partir, ils partent. Donc vous comprenez. Donc dans ces cas-là, souvent, malheureusement, à ce qu'on dire, ce sont les meilleurs et les plus aptes qui partent, d'abord. Est-ce que vous comprenez le fait que, il y a quelques jours d'ailleurs, Saïd Hamzazi, le ministre de l'Éducation nationale, a fait une déclaration en disant, en lançant un appel aux entreprises pour qu'elles améliorent l'environnement, les environnements professionnels, pour qu'elles tracent aussi des perspectives et qu'elles donnent des perspectives aux nouveaux lauréats. Est-ce que ça a du sens ou ça a du sens, mais ça reste un appel. Et l'entreprise a d'autres priorités, d'autres centres d'intérêt. Des fois, je crois que c'est un centre d'intérêt qui doit être primordial. Mais des fois, les entreprises elles-mêmes ne sont pas vraiment conscientes des enjeux. Vous voyez, malheureusement, vous savez, ça fait pas longtemps que l'entreprise marocaine est sortie de son carcan. Un peu, c'est avec la mondialisation, ça a à peine 20 ans. Et c'est encore la génération d'avant qui gère encore beaucoup d'entreprises, surtout les plus grandes, et qui ont encore une vision du Maroc fermé sur lui-même, où la gestion était facile parce que il y avait une protection énorme et c'était le client, enfin à la fin, qui payait toute la facture, la qualité, tout ça. Il n'y avait pas de concurrence, il n'y avait pas d'enjeu. Et donc, disons, le plus important, c'était de produire et de vendre.
parce qu'il n'y avait pas de concurrence, on vendait et puis on se faisait un bénéfice. C'était facile. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde ouvert, nous avons signé des accords de libre-échange un peu partout, nous sommes ouverts au monde, mais malheureusement, les états d'esprit, dans une grande partie, sont restés fermés, et parce qu'ils ont encore le vécu d'il y a 30 ans, 40 ans, 25 ans et plus. Est-ce que l'ouverture sur le continent africain et sur l'Afrique, qui est à la fois d'ailleurs francophone et anglophone, peut, selon vous, constituer une espèce d'appel d'air aussi, de prise de conscience de certains entrepreneurs dirigeants d'entreprise qui restent encore un peu fermés? Est-ce que là, c'est effectivement parce que là, il y a aussi des entreprises performantes qui sont en place aussi sur le continent africain, françaises, chinoises, britanniques. Une fois que vous sortez de chez vous, vous êtes obligé de mieux vous structurer, sinon vous prenez de très gros risques. Donc déjà, c'est bien parce que aller vers l'Afrique, ça c'est d'abord. Deuxièmement, l'Afrique, je veux dire, est aussi appelée à beaucoup évoluer. Et donc, il faut qu'on aille là-bas, bien sûr, pour apprendre aussi, pour être à l'écoute, et dans le respect de ces personnes. Mais en même temps, il faut être conscient du fait que ce n'est pas un modèle pour nous. Le modèle est ailleurs. Voilà. Ni pour nous, ni pour eux. Je veux dire, voilà. Le modèle pour nous et pour eux est ailleurs. C'est plutôt le marché européen? C'est le marché européen ou occidental ou international, voilà. Et chez nous, par rapport au marché de l'emploi, la dynamique économique, est-ce que vous sentez-vous aujourd'hui une ouverture plus large, j'ai envie de dire, sur les marchés européens, sur les marchés occidentaux, avec une incidence sur les marchés de l'emploi? Ou pas? Ou ça stagne aujourd'hui, ça végète? Je dirais, il n'y a pas une sensibilité réelle, quoi. Peut-être des à-coups, plus qu'une réelle, disons, un réel mouvement dans ce sens. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de vraie dynamique, donc il y a aussi de la nécessité de revoir aussi tout le modèle. Oui. Par rapport au modèle de développement, si on devait vous solliciter, qu'est-ce que vous diriez, vous? Modèle de développement au sens large, c'est l'actualité aujourd'hui. Ah oui, vous savez, c'est à remettre en cause beaucoup de choses, malheureusement, dans la gouvernance, comme j'ai dit. Donc déjà, la gouvernance en elle-même. Et deuxième chose, vous savez qu'il y a au Maroc, comme j'ai dit tout à l'heure, beaucoup de népotisme, mais il y a aussi la situation de rente. C'est une économie de rente reste malheureusement en partie dominante. Et ça, il faut trouver des solutions pour petit à petit, mais assez vite aussi. Je dirais pas qu'il faut révolutionner, mais il faut prendre conscience de ça et que c'est des limites à un modèle de développement plus... qui peut permettre une meilleure croissance et donc une meilleure intégration au monde international. Et donc, il faut revoir toutes ces blocages que nous avons au Maroc, et c'est surtout dans ce qui est soft, qualitatif. Comme j'ai dit, donc c'est en termes de comportement, c'est en termes de vision, c'est en termes de... comment dire, de relations entre les personnes, c'est en termes de communication, c'est pas en termes de technicité, voilà, où ça se joue. Donc, comme j'ai dit, de gouvernance, en fait, de revoir un peu le modèle pour permettre plus de transparence, que les enjeux soient plus clairs et de donner plus de chances, ou des chances relativement égales à tout le monde, parce qu'il y a des personnes qui ont des compétences énormes au Maroc, malheureusement, mais qui ne sont pas au bon poste, alors que d'autres qui ont moins ont les postes qu'ils ne méritent pas. Et ça, malheureusement, on le voit encore. Je dirais pas que... je dirais que c'est mieux qu'avant, c'est certain, mais il n'en demeure pas moins que c'est encore malheureusement un problème à Donc si j'ai bien compris, le débat des langues ne doit pas se poser ou ne devrait pas se poser, déjà d'une part, et allons sur une société beaucoup plus égalitaire, mais l'égalité par l'efficacité et la performance. La performance, voilà. C'est ça en fait. Plus ouverte, voilà. Et si on veut doter tous les citoyens des mêmes droits et des mêmes chances, c'est les doter aussi de langues étrangères, anglais, français, espagnol, parfaitement maîtrisées, pour les laisser aussi voler de leur propre aile. L'arabe aussi, oui. Bien sûr. Mais de ces langues-là, en tout cas, voilà. Ouais, c'est comme ça. La langue, c'est fondamental. Le citoyen marocain. Et après, que chacun va maîtriser un domaine donné. Ceux qui aiment le juridique vont aller vers le juridique. Je donne un exemple, par exemple, aujourd'hui. Vous savez, nous avons, dans le juridique, nous avons des universités au Maroc qui sortent des docteurs en droit, des licenciés, des maîtrises, etc. Et quand ils sont sur le marché du travail, ils ne trouvent pas d'emploi. Et les meilleurs d'entre eux trouvent à travailler dans les cabinets d'avocats pour devenir avocats ou rentrent dans la magistrature. C'est ça les meilleurs. Et beaucoup d'entre eux, malheureusement, sont au chômage aussi à ce niveau-là. Mais dès que vous faites une formation droit à l'étranger ou en français ou en anglais, d'accord ?
et que vous avez une petite expérience de 2 ans dans un cabinet à l'étranger, eh bien, Ça change tout? ça change, mais pas tout, ça change, mais complètement, en termes de salaire, en termes d'employabilité. Vous êtes pris beaucoup plus facilement. D'accord. Et puis le salaire, je peux dire qu'il peut être jusqu'à 5-6 fois supérieur. Ah oui, carrément. Ah oui, carrément. Oui, D'accord. carrément. Donc vivre les langues étrangères, parfaitement maîtriser les langues étrangères, c'est aussi, ça permet donc, de mieux vivre avec soi-même, de se respecter, de se valoriser et de se vendre. De se vendre. Ça. Tout à fait. Merci en tout cas à vous. Merci. Et c'est Belal, je rappelle, fondateur du cabinet RH Dior et expert en ressources humaines, parce que, effectivement, 2 fois merci, parce que je pense qu'il était extrêmement important aussi d'avoir des éclairages sur, au-delà de ce débat politique sur les langues étrangères enseignées, ou qui pourrait l'être en tout cas dès la prochaine rentrée. C'est savoir aussi si on élargit un peu le spectre, c'est-à-dire que voilà, il y a les enjeux qui sont beaucoup plus larges et beaucoup plus conséquents, y compris pour les métiers d'avenir d'ailleurs. Donc oui, merci une fois de plus à vous. Merci à vous aussi. Et je vous souhaite une belle journée. Merci.